Après la tuerie de Nanterre, cérémonie officielle à l'Élysée, l'hommage de la nation à ces élus qui ont trouvé la mort sous les balles d'un forcené lors du conseil municipal. Moment d'extrême émotion, y compris pour ceux qui n'assistaient pas à la cérémonie. Au Pakistan, 2 dirigeants d'Al-Qaïda ont été capturés, dont l'un aurait participé à l'organisation des attentats du 11 septembre, des arrestations en série. La technoparade à Paris, cette année une revendication, laissez-nous rêver après le dispositif jugé répressif mis en place pour les free parties, des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Exposition au musée d'Orsay à l'heure espagnole où l'influence de la peinture hispanique de Velázquez à Manet, 140 toiles exposées à partir de mercredi prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer les titres de l'actualité, honneur à l'homme le plus rapide du monde. L'Américain Tim Montgomery a battu cet après-midi le nouveau record mondial du 100 mètres, 9 secondes 78 centièmes. Un sprint qui restera donc dans les annales. Au stade Charletti à Paris, Emmanuel Tissier, Alain Poirier. Un chiffre et l'athlétisme mondial change de roi. 9,78. Tim Montgomery, Américain de 27 ans, a choisi le dernier grand rendez-vous de la saison pour battre d'1 centième le plus beau des records. Un coup de tonnerre. 4e en partant de la gauche, Montgomery jaillit des starting blocks à la limite du faux départ. Le partenaire d'entraînement de Marion Jones accède lui aussi à la gloire. C'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie et c'est arrivé. C'est comme dans un rêve. Je veux d'abord remercier Dieu, mon entraîneur et Marion Jones qui a toujours cru en moi. Dans la tribune, Maurice Green, dépossédé de son record, n'en croit pas ses yeux. Un homme a couru plus vite que lui. Les courses vont être encore plus excitantes l'année prochaine, on va bien s'amuser. Éternel remplaçant dans l'équipe des États-Unis au JO, Montgomery vivait dans l'ombre des géants du sprint. Aujourd'hui, il est numéro 1. 6 mois après la tuerie de Nanterre, cérémonie ce matin à l'Élysée où Jacques Chirac a remis à titre posthume la Légion d'honneur aux victimes. Il a par ailleurs décoré ceux qui avaient aidé à maîtriser le forcené. On retiendra toute la douleur des familles devant l'innocence de ces enfants. Véronique Saint-Olive, Gorky Stistagia. Il y avait la solennité du protocole, la gravité du président de la République rendant hommage aux blessés et aux tués de Nanterre. Et puis soudain, entre les jambes des gardes républicains, ces 2 petits garçons. Et on ne voyait plus qu'eux. Leur père, Olivier Mazzotti, avait 38 ans. Ils en ont aujourd'hui 5 et 7 et ne comprennent peut-être pas tout. Alors ils s'accrochent à leur ours en peluche. Pour les parents et les amis de toutes les victimes, c'était le même chagrin, la même révolte devant l'absurdité de ces vies fauchées par un fou. Leurs engagements politiques étaient différents, bien sûr, mais ils partageaient le même désintéressement, la même générosité, la même volonté de se mettre au service des autres. C'est à eux que la nation rend hommage aujourd'hui. C'est à leur engagement municipal, sans lequel il n'y aurait pas de démocratie vivante. Jacques Chirac a ensuite remis la Légion d'honneur à titre posthume aux 9 tués, ainsi qu'aux blessés qui participèrent à la maîtrise du forcené. Plusieurs élus de la ville de Nanterre avaient regretté que toutes les personnes présentes le 27 mars dernier ne soient pas décorées. Mais ce matin, à l'Élysée, il n'était pas question de polémique, seulement de faire face à la souffrance et au deuil. Il est mort dans l'exercice de son mandat et pour l'État, pour les valeurs qu'il défendait. Il y en a certains qui ont décidé de ne pas venir, c'est un choix personnel. L'essentiel, la grosse majorité des élus étaient présents ce matin, c'est ce qui compte. Et le respect ce matin, c'était seulement le chagrin partagé. Les personnes présentes à l'hôtel de ville de Nanterre lors du drame n'avaient donc pas toutes souhaité se rendre à l'Élysée pour cette cérémonie. Il est vrai que l'émotion est encore intacte et si vive qu'elle renforce ce sentiment de malaise qu'exprime par exemple Nathalie Victepo. Nous l'écoutons. Le choix était forcément difficile à faire. Ça m'ennuie que les personnes qui sont blessées pour toute leur vie, qui chaque fois qu'ils bougeront un bras ou une jambe, repenseront à cette scène-là. Je ne comprends pas qu'on ne reconnaisse pas leur douleur et je pense que comme le choix était effectivement très difficile et que c'était la fonction d'élu qui était visée, il me semblait qu'il y avait une solution simple qui était de décorer le Conseil en tant que
conseil municipal composé d'un certain nombre d'élus. Venons-en aux inondations dans le sud-est de la France. Un début de panique s'est emparé des habitants d'Aramon qui ont cru déceler des fissures dans la digue qui s'était rompue lundi dernier. Le traumatisme est bien là, même si l'alerte était en fait injustifiée. Yannick Arrussier. Mesdames, messieurs, calmez-vous. C'est une fausse alerte. Attends, il a fallu que j'aille à la mairie pour qu'il fasse passer un camion pour avertir qu'il y avait le fausse alerte. Il n'avait vraiment pas besoin de ça. 5 jours après la catastrophe et ses morts, les habitants d'Aramon sont épuisés, démoralisés et surtout anxieux. Alors quand une rumeur fait craindre une nouvelle crue, c'est la panique qui envahit les rues. On a tout rentré vite et nous étions à l'étage avec mon fils et mon beau-frère. Nous attendions, on ne savait pas ce qui allait arriver. Voilà. C'est dingue, des trucs comme ça, il y a une psychose, c'est de la folie. Bon, allez, on va y aller. La psychose, elle a provoqué des malaises chez certains, jeter les gens sur les routes, il fallait quitter le village à tout prix. Quelqu'un pensait avoir vu une brèche sur une digue construite pour permettre le pompage de l'eau. Quelqu'un a vu qu'il y avait un petit peu d'eau qui filtrait au pied et ça a créé une rumeur comme quoi la digue allait lâcher. De l'eau, il y en a encore beaucoup. Des pompes fonctionnent en permanence pour évacuer les 3 millions de mètres cubes qui stagnent dans la cuvette. Au fur et à mesure que on gagne 10 cm, c'est tout de suite 20, 30 maisons supplémentaires qui se trouvent au sec où nous allons pouvoir entreprendre le nettoyage. Le soleil ramène un peu d'espoir et permet l'évaporation, mais il faudra encore quelques jours de travaux pour que le village se retrouve au sec. Comme bien souvent dans ce genre de catastrophe, des scènes de pillage se produisent dans les heures qui suivent. 3 personnes ont été interpellées en flagrant délit à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, mais désormais tout est rentré dans l'ordre sous la protection de la gendarmerie. À Sommières, Loïc Delamornay, Patrice Brégère. Dans les heures qui ont suivi la montée des eaux, ce magasin de bricolage a été pillé. Même avec l'eau encore aux genoux, des malfrats sont venus dérober tout ce qui était bon à prendre, même le plus insignifiant, de la lampe de jardin à la trousse à outils. Même scénario dans ce supermarché. Ici, dans la nuit de dimanche à lundi, les vandales se sont attaqués principalement aux bouteilles d'alcool. Les directions de ces magasins refusent de s'exprimer ouvertement sur les pillages. En effet, les produits pillés s'assimilent à du vol et ne sont pas remboursés par les assurances qui couvrent les pertes des inondations. En revanche, dans les rues de Sommières, les habitants ne cachent pas leur écœurement. Vous avez eu des gens qui sont venus aider pendant quelques jours, là, des gens de la sécurité civile, de l'EDF. Ils laissaient leur véhicule avec une lampe ou une veste à l'intérieur. Ils allaient aider les gens. Il y avait des personnes qui trouvaient le moyen de rentrer dans les véhicules pour prendre les lampes, pour prendre les vestes. Le plus désespérant est peut-être que les malfrats ne venaient pas de bien loin. Ici, plusieurs personnes ont été interpellées en flagrant délit. C'étaient des habitants de Sommières. Heureusement, un escadron de 65 gendarmes mobiles a rapidement été déployé. Effectivement, il y a quelques personnes qui fouillent un petit peu dans les détritus, dans les poubelles, mais aujourd'hui, sincèrement, on ne peut pas parler de pillage. Il y a peut-être quelques cas isolés, mais c'est vraiment très ponctuel. Aujourd'hui, des barrages filtrants contrôlent les allées et venues dans la ville. Mais dans les rapines en tout genre, il n'y a pas que la fauche, il y a aussi l'arnaque. Faux huissiers, faux bénévoles, faux experts, tout un monde qui profite de la détresse des sinistrés. Maintenant, par contre, on a des sectes qui commencent à venir dans la ville, à proposer leurs services. Là, il va falloir qu'on mette une autre surveillance en place. Les gens viennent proposer de l'aide, mais en payant, quoi, hein, c'est clair. Comme toutes les autres mairies du département, la mairie de Sommières recommande donc aux habitants la plus grande vigilance. Coïncidence du calendrier, c'est cette semaine que s'ouvrait le congrès national des pompiers dans les Bouches-du-Rhône. La plupart de ces hommes ont montré lors des inondations un dévouement sans faille et parmi eux une très grande majorité de volontaires, dont cet homme de 43 ans qui a perdu la vie en secourant des automobilistes. Yann Fronty, Luc Tezelmati. Sur l'aérodrome, il y a pas mal de matériel, il y a un avion qui est sous les eaux, le deuxième qui en est au même point et il y a surtout des caravanes derrière avec peut-être encore des gens à l'intérieur. L'eau a tout envahi sur 1,50 m de hauteur. Cet aérodrome s'est transformé en un gigantesque lac artificiel. Depuis dimanche dernier, ces pompiers travaillent sans relâche. Aujourd'hui, ils doivent récupérer les carcasses d'animaux morts. Parmi eux, des professionnels, mais aussi un grand nombre de volontaires. Il faut savoir qu'il y a quand même 80% de sapeurs-pompiers volontaires en France. Et que suite à ça, mais en fait, on fait partie de la chaîne et des maillons de secours. Et tous les jours, quand les gens nous voient, ils ne se posent pas la question à savoir s'ils ont affaire à un professionnel ou à un volontaire. Volontaires, c'est-à-dire que ces pompiers ont un autre métier dans le civil. Mathias et Gauthier, par exemple, sont tous les deux ambulanciers.
Pas facile de mener cette double vie. Depuis une semaine, leur patron ne les a pas vus. C'est sûr que pas venir au boulot pour venir aux pompiers, des fois le comprend, des fois le comprend pas trop, quoi. C'est sûr que lui, il n'a pas été touché par les inondations, donc bon, il voit pas tout ce qui s'est passé ici. Aujourd'hui, leur patron menace même de les licencier. Mais Mathias et Gauthier n'ont pas d'autre choix, ils doivent rester. Dans une phase de secours comme celle-là, il faut bien comprendre que les gens sont réquisitionnés et qui sont donc à ce moment-là, ils ne peuvent plus quitter les lieux sauf ordre contraire. Donc c'est des gens qui sont obligés par arrêté préfectoral de rester sur les lieux tant qu'on a besoin d'eux. Et ce besoin reste aujourd'hui indispensable. Les pompiers sont partout. À Aramon, une commune encore sous l'eau, ils sont 450 hommes venus de tout le sud de la France. Parmi eux, de très nombreux volontaires qui resteront tant qu'il y aura du travail. Et du travail, il y en a encore pour plusieurs jours. Deuxième titre de l'actualité, 2 lieutenants d'Al-Qaïda ont été capturés cette semaine au Pakistan. L'un d'entre eux serait l'un des cerveaux, l'un des organisateurs des attentats du 11 septembre. Ce coup de filet s'est déroulé à Karachi mercredi dernier, jour anniversaire des attentats. Bertrand Coq. La police pakistanaise pour la puissance de feu, le FBI et la CIA pour le renseignement. À l'arrivée, 7 arrestations, dont l'une des figures d'Al-Qaïda. C'était mercredi dernier à Karachi, au Pakistan. À l'origine de cette opération, un coup de fil passé avec un téléphone satellitaire est capté par les services secrets américains. Parmi les personnes arrêtées figurent un Saoudien, un Égyptien, des Yéménites, tous membres d'Al-Qaïda selon les Pakistanais. Mais surtout Ramzi bin al-Shib, sur la liste des personnes les plus recherchées depuis 1 an, est soupçonné d'avoir directement participé à la planification des attentats de l'an dernier. Avant le 11 septembre, bin al-Shib avait séjourné ici, à Hambourg, en Allemagne, dans l'appartement de Mohamed Atta, le chef du commando suicide. Et il aurait sans doute fait partie des pirates de l'air si les Américains ne lui avaient pas refusé à 4 reprises le visa d'entrée aux États-Unis. Une première opération mardi avait déjà permis l'interpellation de 3 hommes. Tous ces suspects sont interrogés à la fois par les Pakistanais et les Américains. Nous traquons les assassins un par un, s'est félicité George Bush. Nous sommes impitoyables, nous sommes forts et nous n'allons pas nous arrêter, a dit encore le président américain sans préciser que ces arrestations constituent le premier succès tangible depuis des mois dans la lutte contre l'organisation d'Oussama Ben Laden. On apprend à l'instant le démantèlement d'une cellule d'Al-Qaïda dans l'État de New York. Les militaires britanniques en grande manœuvre, chacun répète à l'envi qu'il n'y a aucun lien avec une éventuelle intervention en Irak, mais plus de 6000 hommes sont engagés dans cette opération, la plus importante des 4 dernières années. Laurent Boussier. Officiellement, bien sûr, ces manœuvres, ces préparatifs militaires n'ont rien à voir avec l'Irak. Officiellement toujours, c'est une pure coïncidence si depuis cet après-midi on assiste dans le sud de l'Angleterre au plus vaste exercice de logistique militaire de l'armée britannique depuis 1998. Pendant 4 semaines, 6000 hommes et 1000 véhicules vont acheminer des milliers de tonnes de matériel, de vivres et de munitions vers ce port militaire de Marchwood, lieu habituel de départ des troupes britanniques pour leurs opérations extérieures. Pur exercice de routine selon l'état-major, un peu gros tout de même selon la presse et certains experts. Ces manœuvres devraient s'achever le 12 octobre. Les 6000 hommes qui y ont participé rentreront peut-être chez eux à ce moment-là, mais le matériel, lui, restera sur place. D'autant que d'autres indices viennent renforcer l'idée d'un prochain déploiement de troupes. Selon le Daily Telegraph, des Jaguars et des Tornados devraient prochainement partir pour la Turquie et le Koweït. Quant au porte-avions Ark Royal, il est déjà en route vers la Méditerranée, là aussi officiellement pour de simples manœuvres. Les Britanniques sont passés maîtres dans l'art délicat de faire monter la pression militaire. L'année dernière déjà, alors que la guerre en Afghanistan n'avait pas commencé, leurs forces spéciales s'entraînaient sous l'œil des caméras en Écosse et la Royal Navy manœuvrait en mer d'Oman. George Bush, pendant ce temps-là, à Camp David, manifeste son exaspération. Trop, c'est trop. Le moment est venu de s'occuper du problème irakien, aura pu dire le chef de la Maison-Blanche qui recevait Silvio Berlusconi. George Bush qui appelle aujourd'hui le Congrès américain à se prononcer, je cite, sans équivoque sur le danger grandissant que constitue l'Irak. Nous devons choisir entre un monde de peur et un monde de progrès. Fin de citation. En France, Jean-Pierre Raffarin aux côtés des marines du Charles de Gaulle, l'occasion pour le Premier ministre de marquer l'importance qu'attache le gouvernement à la loi de programmation militaire. Jean-Baptiste Prédaly, Guillaume Viard.
une première et des travaux pratiques surtout. Comme s'il s'agissait pour Jean-Pierre Raffarin de montrer qu'il conduit aussi la politique de défense. Pour visiter le Charles de Gaulle, l'occasion est choisie, quelques jours à peine après l'annonce de la prochaine loi de programmation militaire. Ça tombe bien, la marine est bien lotie, avec un deuxième porte-avions annoncé pour 2015. Devant les marins rassemblés, le Premier ministre peut donc expliquer, mais aussi critiquer. L'une de mes blessures, quand j'ai vu l'état du pays, qui a été la plus profonde, c'était de voir tout ce matériel militaire indisponible par manque de pièces de rechange. Pour changer de cap, si l'on peut dire, 89 milliards d'euros seront donc consacrés en 5 ans à la défense. Nous avons besoin que la France se fasse entendre dans le monde. Se faire entendre dans le monde, c'est aujourd'hui avoir une défense crédible. La sécurité de la France, la sécurité des Français, c'est une priorité de mon gouvernement. Rassurer les militaires, c'était l'objectif du jour. Jean-Pierre Raffarin l'a martelé, la défense est redevenue une priorité, mais une priorité de plus pour le gouvernement. La fête de l'humanité qui marque la rentrée politique du Parti communiste. Après l'échec retentissant aux dernières élections, l'heure est bien à l'examen de conscience et au choix décisif qu'il faudra prendre. Marie-Georges Buffet, qui est secrétaire nationale du parti, propose carrément que la direction démissionne en bloc avant le congrès du printemps prochain. Reportage Hélène Hugues, Frédéric Faure. Pressé de revenir sur le devant de la scène, à la différence des autres leaders de gauche, sonnés par la défaite électorale, Robert Rue ne quitte pas l'arène politique. Et le président du Parti communiste entend bien garder un rôle de premier plan. J'entends peu de personnes contester ce rôle, j'entends beaucoup de gens aujourd'hui me dire surtout tu ne lâches pas, tu t'engages, tu te bats. Je leur réponds, je ne lâche pas, je m'engage, je me bats et je me bats avec Marie-Georges Buffet. Et la secrétaire nationale est venue écouter cet après-midi le discours de rentrée du président du parti. Robert Rue a dénoncé une éventuelle intervention américaine en Irak. J'en ai le sentiment profond à une inflexion inquiétante de la politique étrangère de la France. À lui, désormais, la politique étrangère du PC, à elle, les reines du parti. Officiellement, les querelles de personnes n'existent pas. Robert est président, il va s'occuper des affaires européennes et internationales, mais aussi du reste. Et moi, je suis secrétaire national, j'assume l'entière responsabilité du parti et de sa politique avec la préparation du congrès, la riposte à la droite. Une répartition des rôles qui ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Certains voudraient que Robert Rue tire les conséquences de la débâcle électorale. Loin de moi de penser qu'il est le seul responsable de ces échecs. Je pense que la responsabilité est beaucoup plus collective, mais en tant que secrétaire national de cette période-là, je crois qu'il a effectivement à s'interroger sur sa propre responsabilité. Demain, c'est Marie-Georges Buffet qui prononcera le discours de clôture sur la grande scène de la fête de l'humanité. Il revient à la numéro 2 du parti d'apporter les réponses politiques aux questions nombreuses que se posent les militants. La technoparade sur les pavés de Paris avec cette année une revendication, laissez-nous danser ou plutôt laissez-nous rêver après le dispositif décidé par les autorités pour encadrer les free parties. Dans le cortège, des dizaines de milliers de participants. Nabila Tabouri, Virginie Travers et Yann Moine. Danseurs au balcon, rêveurs sur le pont. Ils sont moins nombreux qu'il y a 2 ans lors de la dernière technoparade. Qu'importe, ces amateurs de musique électronique ne veulent qu'une chose, qu'on les laisse danser. On montre aux gens qui on est, qu'est-ce qu'on fait, voilà. On est heureux de vivre. Pour moi, il y a 2 jours où on est vraiment totalement libre dans l'année. C'est Gay Pride, technoparade, et on se lâche, et on danse, et on s'en fout, et il n'y a plus aucune limite, quoi. Quelques-unes quand même. Et des limites, en effet, il y en a. Depuis l'an dernier, les règles du jeu se sont durcies. Le vote d'un amendement destiné à combattre les rêves sauvages a créé, selon les organisateurs, des amalgames dont les rassemblements officiels font également les frais. Des organisateurs qui avaient fait toutes les démarches légales se sont vus interdire le soir même au motif que la soirée avait été référencée sur un site internet sous le vocable de rêve. On a un certain nombre de dérapages aujourd'hui et ce qui est important, c'est que la concertation et le dialogue puissent se mettre en place. La présence en tête de cortège de Jean-Jacques Ayagon, le ministre de la Culture, est sûrement un signe positif.
à certaines conditions malgré tout. Un rassemblement de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers de personnes, ça nécessite un minimum d'équipement médical et sanitaire. Donc à partir du moment où les organisateurs acceptent de rentrer dans cette logique de l'organisation et de la concertation, je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Ils étaient 30 000 selon la police et les organisateurs, au moins d'accord sur ce point. La fête n'est pas finie, elle se poursuivra dans les rues jusqu'à 21 h, puis s'achèvera tard dans la nuit dans les diverses boîtes de nuit de la capitale. À Rome, nouvelle mobilisation de l'opposition à Silvio Berlusconi. Plus de 150 000 personnes qui rejettent le projet de réforme de la justice qui, selon eux, n'est là que pour protéger les intérêts du chef du gouvernement. Sur place, Isabelle Stess. Les organisateurs de la manifestation avaient demandé aux citoyens italiens d'emporter avec eux des bananes. Parce que c'est une république bananière. Un pays qui n'a pas de justice est un pays mort, un pays sans civisme. Donc les bananes sont de circonstance. Ils sont venus nombreux de toute l'Italie. Au pied de la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome, c'est dans une ambiance de fête qu'ils dénoncent cette fois-ci la mise sous tutelle de la justice italienne par Silvio Berlusconi et son gouvernement. C'est une grande injustice et l'Italie, qui est un pays civilisé, démocratique et modéré, ne mérite pas ça. J'ai honte qu'un leader comme lui, qui a été mis en examen et même perquisitionné, nous représente dans le monde. Une loi pour les riches et les puissants et une loi pour le peuple, cela ne va pas car la loi est unique et égale pour tous. Symbole de la contestation populaire, le cinéaste Nanni Moretti dénonce notamment un nouveau projet de loi taillé sur mesure pour Silvio Berlusconi. Je pense qu'un Premier ministre devrait être si sensible de ne pas chercher d'échapper de la justice. Alors que Silvio Berlusconi est poursuivi pour corruption, il conteste les magistrats qui doivent le juger. La nouvelle loi lui permettra de transférer son procès. C'est contre cette justice-là que se battent les Italiens. Partons pour l'Irak. Une délégation conduite par un élu du Congrès américain est arrivée à Bagdad pour tenter de convaincre les autorités du retour des inspecteurs, précisément en Irak, un retour inconditionnel. En direct de Bagdad, nous vous rejoignons. Thierry Tuillier, avez-vous le sentiment que les déclarations musclées de George Bush aient un quelconque effet sur Saddam Hussein ? Écoutez, Béatrice, la réponse en tout cas ne s'est pas fait attendre. Tarek Aziz a tenu il y a quelques minutes une conférence de presse au cours de laquelle il a confirmé la position irakienne. Les accusations de George Bush, a-t-il martelé, sont des mensonges. Non, l'Irak n'abrite aucun groupe terroriste. Non, l'Irak n'a rien à cacher, mais Bagdad ne veut pas d'un retour inconditionnel des inspecteurs en désarmement car ce serait violer sa souveraineté. Bref, c'est une fin de non-recevoir. Autrement dit, pour Bagdad, George Bush cherche en fait un prétexte pour renverser le régime de Saddam Hussein. Peut-être un mot, Thierry, de l'arrivée aujourd'hui d'une délégation de parlementaires français. Dans quel but ? Alors c'est effectivement dans ce contexte particulier qu'une délégation d'élus français conduite par Thierry Mariani, député de la majorité présidentielle, est arrivée cet après-midi à Bagdad. Une délégation qui, c'est une promesse irakienne, doit pouvoir normalement accéder à un certain nombre de sites suspectés par les Américains, qu'ils soient nucléaires, bactériologiques ou chimiques. Plusieurs rencontres avec des personnalités de haut rang irakiennes sont également prévues. Des élus qui vont chercher à expliquer qu'il va de l'intérêt des Irakiens de permettre le retour sans condition des inspecteurs. Une tâche bien difficile, même si pour Bagdad, la France doit jouer un rôle particulier dans cette crise. Merci Thierry Tuillier. L'actualité sociale en France, la situation désastreuse à France Télécom, dont les dettes records dépassant 70 milliards d'euros laissent les salariés sous le choc. Ils craignent le démantèlement de l'entreprise, une société qui provisoirement n'a plus de patron, mais l'État propriétaire annonce un plan de redressement, ce qui semble apaiser aujourd'hui ses employés qu'ont rencontré Martin Gouès et Annie Triboire. À première vue, rien n'a changé dans les agences France Télécom, car s'il n'y a plus de président à la tête de la société, l'objectif reste le même, il faut vendre du téléphone mobile.
Maintenant, allez, en geste commercial, nous on vous propose moins 20 € pour rembourser tout de suite sur le téléphone. Dans les agences, on préfère donc voir la hausse du chiffre d'affaires. On tente de garder le moral. N'oublions pas les résultats très positifs de France Télécom. C'est cela qu'il faut mettre en avant. Et c'est grâce à ça que nous parviendrons à surmonter toutes les embûches que nous connaissons aujourd'hui. Je ne suis pas du tout inquiet. La preuve, avec tous les clients que nous avons, donc il nous faut encore confiance. Et moi, j'ai encore confiance dans France Télécom. Pour sauver l'entreprise, on parle de recapitalisation. L'État devra donc mettre la main à la poche. Pour certains salariés, ce peut être le moment de passer à une autre étape. On est déjà en bourse, donc normalement on est privatisé. Bon, il y a une partie qui appartient encore à l'État. Totale privatisation, je ne sais pas si ce sera bien, surtout avec le déficit qu'on a en ce moment. Mais par la suite, si on l'a comblé, oui, ce serait très bien, quoi. Du côté des syndicats, on craint pour l'emploi. Les salariés historiques du groupe ne veulent pourtant pas croire que l'État les abandonnera. Le service public existe toujours, il est toujours là. Nous sommes l'opérateur historique et je crois que nous le resterons. Il y a en plus le savoir-faire technique, il y a la matière grise, elle est là, elle n'est pas là d'hier ni d'avant-hier, elle a toujours été, elle l'est, elle sera toujours. Techniciens et commerciaux tentent donc de maintenir le cap, mais ils attendent de savoir qui va diriger le navire. On l'appelle la Grande Muette et il est vrai que l'armée a pour obligation de ne pas sortir de son devoir de réserve. Il y a eu des exceptions, la plus notable, la manifestation des gendarmes qui exprimaient leur désarroi il y a quelques mois. Et aujourd'hui, une association de défense des militaires tient sa première assemblée générale cette fin de semaine à Paris. Pas tout à fait un syndicat, mais ça y ressemble. Romuald Bonan, Olivier Chavien. Ce sont des militaires de carrière, de tout grade, appartenant aux trois armes. Vous ne verrez pas pour la plupart leur visage, car ils sont aux marges de la loi, risquant même 40 jours d'arrêt. Tous réunis afin de créer pour la première fois en France une association de défense des droits des militaires. Officiellement pas un syndicat, même si cela y ressemble beaucoup. Pour des questions d'ordre social ou parfois beaucoup plus graves, comme pour ce soldat qui se dit victime de harcèlement sexuel. Mon chef de corps a été au courant que j'ai voulu porter plainte et après il m'a fait du harcèlement moral pour étouffer l'affaire et pour pas que ça se sache, jusqu'à temps que je déprime. Et le jour que j'ai déprimé, il m'a réformé P4 pour que je quitte l'armée. Jusque-là, seuls des conseils de la fonction militaire existent, pour faire remonter vers la hiérarchie les souhaits et les difficultés des militaires, un système qui n'inspire pas confiance, même chez les plus gradés. Si on veut s'exprimer librement, on ne peut pas s'exprimer librement devant des officiers faisant partie de la hiérarchie, il faut pouvoir s'exprimer en dehors. Il y a 1 an et demi, les gendarmes avaient été les premiers à sortir des rangs. Un mouvement de grogne pour exiger notamment une augmentation de leur solde. Aujourd'hui, les autres corps d'armée demandent davantage d'écoute et de considération. Nous, ce que l'on veut, c'est que le militaire aujourd'hui soit considéré comme un citoyen à part entière. Le militaire doit pouvoir être juré, le militaire doit pouvoir se présenter à une élection municipale et pouvoir conserver son mandat. Une association de 300 adhérents pour l'instant qui compte s'appuyer sur une résolution du Conseil de l'Europe en faveur du droit syndical des militaires. En Guadeloupe, les élèves n'ont toujours pas retrouvé le chemin de l'école. Une grève illimitée dans l'éducation nationale pour protester contre le manque de postes paralyse la rentrée. La mise en examen de 4 jeunes élèves de 12 à 14 ans après l'explosion mercredi dernier d'une bouteille d'acide dans un collège d'Asnières. Le choix de la date du 11 septembre n'était pas fortuite d'après le parquet. J'en viens à cette agression mortelle. Une personne de plus de 80 ans a été attaquée chez elle à Compiègne. Céline Crespi. C'est dans son appartement de Compiègne que Marcel Triquet, une malade cardiaque de 84 ans, a été attaqué hier. Et les agresseurs se sont montrés particulièrement barbares. Après l'avoir frappée de plusieurs coups de cutter, ils la forcent à boire un produit caustique, peut-être de l'acide sulfurique. En début d'après-midi, la vieille dame ne répond plus au téléphone. Sa famille inquiète prévient une société d'assistance médicale qui appelle les pompiers. Sur place, les secouristes alertent à leur tour la police qui ne se serait déplacée que 6 heures plus tard. À cause de ce délai anormalement long, c'est finalement aux gendarmes que l'enquête est confiée. Mais le travail des techniciens de la gendarmerie chargés de prélever les indices sera d'autant plus difficile que les lieux du crime sont restés sans protection pendant plusieurs heures. Transportée à l'hôpital, Marcel Triquet n'a pas survécu à son agression. Elle est décédée dans la nuit.
Je vous propose de suivre à présent le combat désespéré de cette famille qui ne reçoit ni aide ni soutien financier. Pourtant, leur fils âgé aujourd'hui de 19 ans est atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement à l'hormone de croissance. Reportage dans l'Aisne, Nathalie Sapena et Caroline Boiteau. Ces chaussons appartiennent à Jimmy, 19 ans, atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et dont les parents ne souhaitent pas diffuser l'image. C'est un traitement à l'hormone de croissance qui l'a contaminé quand il était enfant. La maladie, qui détruit son système nerveux, s'est déclarée il y a 5 mois. Elle progresse très vite. Début juillet, il marchait, il montait les escaliers. À ce jour, il ne peut plus se mettre debout tout seul. C'est impossible. Donc c'est tout le temps fauteuil, lit et toujours de l'aide. La maladie galope, mais l'administration, elle, ne se presse pas. Elle aurait dû débloquer une aide d'urgence de 30 000 € en 4 semaines. C'est ce que prévoient plusieurs circulaires. La famille de Jimmy a lancé la procédure en juillet et depuis, il ne s'est rien passé. La procédure a tombé en période de vacances. Donc est-ce que pendant les vacances, les gens malades doivent s'arrêter d'être malades? Là, ça fait déjà depuis le mois de mai, donc on aurait dû avoir quelque chose au moins cet été. Il y aurait dû avoir quelque chose. Et là, non, au mois d'octobre, et puis peut-être au mois de décembre. Au mois de décembre, je serai peut-être plus là. Cet argent, les parents de Jimmy en ont vraiment besoin. Des travaux d'aménagement importants sont nécessaires dans la maison. On doit défaire toute la cloison qui se trouve là, aménager la douche handicapée. Maintenant, il faut se réorganiser avec le Jimmy. Dans des choses où on ne peut pas nous investir, donc ils nous donnent les moyens. Marie a harcelé l'administration tout l'été en vain. Son ultime espoir, que son appel aux médias fasse enfin bouger les choses. Sport avec d'abord du football, en 7e journée de championnat de France de Ligue 1. L'Olympique de Marseille a battu Bordeaux 2-1. L'OM, pour la première fois depuis la saison 97-98, s'est imposé face à Bordeaux. En voile maintenant se déroule le Grand Prix de Fécamp en équipage, l'occasion des derniers réglages pour tous les skippers qui vont courir la route du Rhum en novembre. Dans quel état d'esprit se trouvent les navigateurs 2 mois avant cette épreuve, alors que les bateaux semblent de plus en plus fragiles? On parle d'une épidémie de dématage. Christophe Duchéron, Frédéric Basile. Vu de la plage, les voiles au loin se découpent sur fond de brume. C'est le spectacle majestueux des trimarans qui glissent sans effort sur la mer. À bord, c'est moins romantique. À bord, c'est sportif, c'est bruyant et c'est parfois l'enfer. Car en équipage, tout le monde souffre. Les hommes qui s'activent et les multicoques menés sans ménagement. À 2 mois du départ de la route du Rhum, épreuve en solitaire, pour le matériel, ça passe ou ça casse. Et si ça casse, ça peut être fatal. Un mât debout, c'est un mât qui n'est pas encore par terre. Un bateau qui flotte, c'est un bateau qui n'est pas encore coulé. Et un vivant, ça n'est pas encore à mort. Ouais, la grande fatalité du cycle de la vie des bateaux et des marins d'ailleurs. À Fécamp, ce week-end, 13 bateaux auraient pu régater ensemble. Mais depuis quelques mois, il y a eu 6 blessés, une hécatombe. Le dernier en date, jeudi dernier à l'entraînement, le trimaran de Franck Camas perd la partie supérieure de son mât. C'est pour ça que c'est inquiétant, donc finalement, je pense qu'on va repartir avec notre ancien mât. Avec lequel Groupama a fait 3e en route du Rhum, donc j'espère que ça va aller. Depuis hier, ils sont 7 équipages à en découdre dans des conditions de mer et de vent plutôt musclées. Il y a les vagues là. C'est pour l'instant le trimaran de Jean-Luc Nélias qui tient la tête devant celui de Loïc Perron, sans casse mais pas sans peur. Voilà pour l'état des bateaux et l'état d'esprit des marins. Les mâts c'est une chose, mais on peut arriver à avoir d'autres problèmes, des problèmes de structure, c'est-à-dire les plateformes qui se déforment, qui cassent et tout ça. Donc ça c'est le stress qu'on a, c'est-à-dire c'est un stress permanent. On a un stress en course, c'est de ne pas casser, mais on a aussi un stress de préparation. Le 10 novembre prochain, le grand jour du départ de la route du Rhum, ils s'élanceront le sourire aux lèvres et la peur au ventre, parce que c'est la règle qui veut ça. Le marin solitaire navigue souvent entre le plaisir et l'angoisse. Une exposition à ne pas manquer au musée d'Orsay dès la semaine prochaine, de Velázquez à Manet ou l'influence de la peinture espagnole. Plus de 140 toiles dont de nombreux chefs-d'œuvre. Georges Bégou, Bernard Pucessot, Jean-Louis Melin.
Manet n'a pas échappé à la vague hispanisante qui s'est étendue sur les milieux artistiques français après les guerres napoléoniennes au début du 19e siècle et après la Révolution de 1848 où l'on découvrit les 400 tableaux espagnols de la collection de Louis-Philippe. L'éventail et le noir profond sont des réminiscences d'œuvres de Goya, lui-même héritier de l'art de Velázquez. Manet se souviendra sans doute de ces jeunes filles auxquelles Goya sait donner à la fois de la fraîcheur et de la gravité. Lorsque Manet peint ce tableau apparemment bourgeois, on sait d'où viennent son réalisme et son austérité. De Madrid, Manet écrit à Baudelaire, Velázquez est le plus grand peintre qu'il y ait jamais eu. L'art espagnol conforte les artistes dans leur recherche d'un réalisme saisissant, d'une impression de vie, d'une impression de réalité absolue, et en utilisant les moyens de la couleur contre les tenants du dessin. En effet, dans cette réplique d'un tableau de Goya, pas un contour, seul compte l'impression tragique. Enfin, si l'on veut parler d'influence espagnole dans l'œuvre de Manet, regardons bien ce soldat mort, tableau de l'école de Velázquez. Et maintenant, ce torero mort dû au pinceau de Manet. Révérence gardée, n'y aurait-il pas un peu plus que de l'influence dans ce chef-d'œuvre ? Musique avec la sortie du nouvel album de Patricia Barber. Cette pianiste de jazz originaire de Chicago prépare une tournée en France. Elle donnera notamment un concert à l'Opéra Comique en octobre prochain. Olivier Lenuzza, Yann Moine. Bring on the pelting rain, palpable, sensual pain. Patricia Barber au Carnegie Hall. Les musiciens anonymes se pressent devant les portes du temple new-yorkais. Ce soir-là, une pianiste de jazz est à l'affiche. Une artiste qui a débuté sa carrière il y a 20 ans dans les clubs de Chicago. And in your melancholy, I would give you peace. If I were blue. Nous pouvons interpréter une même chanson tous les soirs. Cette chanson commence toujours de la même manière, mais l'improvisation instrumentale, rythmique, est chaque fois différente. La quarantaine anonyme, un brin névrotique, Patricia Barber se libère derrière son piano. Le peintre Cézanne choisit un paysage. Il l'absorbe, le transforme, offre une vision personnelle de ce paysage. J'aimerais réussir la même chose avec la musique, maîtriser la technique, l'adapter et offrir ma propre vision, ma propre voix. Des notes blanches, une voix noire un peu fantomatique. Patricia Barber, auteur-compositeur, ressemble à sa musique, élégante et réservée. Sa partition est pleine de silence qui éclaire les joies et les affres de l'âme humaine. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, 20h55, le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien. Et on se quitte sur ces superbes images aériennes tournées à bord d'une montgolfière au-dessus de Compiègne. Votre soirée sur France 2. Patrick Sébastien vous invite au rêve avec les plus prestigieux artistes de music hall. Jean-Marie Bigard, José Bové, Lou Doyon et Jack Lang s'expriment chez Ardisson. Et revivez la première de Christine Bravo et de ses chroniqueurs tricolores.